Parce que l'art et la culture innovent aussi loin des villes, le magazine Champs Libres explore les initiatives étonnantes au cœur des campagnes de la Nouvelle-Aquitaine. Un festival pour penser le monde et réfléchir ensemble, c'est le pari réussi des Réclusiennes, dans la Bastide de Sainte-Foy-la-Grande. Dans la rubrique Vue, c'est la journée du cochon avec Christian Bellotto. Rendez-vous du bout du monde avec Gastibelsa Filmac et leur première production internationale autour de l'exil. Le Centre d'art contemporain de Meymac brille comme un phare dans la nuit, un focus tout en lumière. Dans la rubrique Lu, Clouer l'Ouest de Séverine Chevalier, un drame familial sur le plateau des Mille Vaches. Européen, jeune, innovant, à la scène nationale d'Aubusson, le théâtre s'amuse à repousser les frontières et c'est notre grand format. Champs libres, loin des villes, le magazine des arts et de la culture en Nouvelle-Aquitaine, ça commence. Sainte-Foy-la-Grande, Bastide du XIIIe siècle, est considérée comme la ville la plus pauvre d'Aquitaine. Pourtant, son passé est d'une grande richesse, notamment sur le plan intellectuel. Du passé au présent, il n'y a qu'un pas que franchit allègrement l'association Cœur de Bastide. Elle organise tous les ans un festival de la pensée, inspiré par la figure d'Élisée Reclus. Donc là, nous sommes rue des Frères Reclus, et c'est vrai que dans Sainte-Foy-la-Grande, il y a beaucoup de rues. Il y a la rue Élie Reclus, Élisée Reclus, Onésime Reclus, c'est une grande famille. Et c'est vrai que cette grande famille a marqué quand même tout le début du XXe siècle. Élisée Reclus, on se rappelle bien sûr comme géographe, grand écrivain, effectivement des différents guides de voyage, mais bien sûr théoricien libertaire et de l'anarchie. Donc c'est vrai que la pensée fait partie des racines de Sainte-Foy-la-Grande. Et plutôt que de faire un festival de théâtre, un festival de musique qui existe comme partout ailleurs, on s'est dit qu'il faut faire un festival de la pensée et c'est comme ça que sont nées les Reclusiennes. Les Reclusiennes, c'est un projet qui est né par les habitants et les habitantes du pays foyen, parce qu'en fait, la question de l'isolement culturel de la Bastide se posait à nous. Ensuite, se posait aussi la question finalement de porter dans le débat public une autre manière de voir le monde, de voir la société, et notamment notre territoire. Cette année, le thème des Réclusiennes est l'argent, avec des débats qui ne manquent pas de sel. Si on prend les 10% des populations de Sainte-Foy-la-Grande qui ont le niveau de vie le plus bas, c'est 608 € par mois. Si on prend la même chose en Gironde, on est à 941 €. Est-ce qu'on est dans un phénomène naturel de métropolisation dans la France, dans toute la France, et auquel cas on n'est pas un cas particulier, et quelle est la politique nationale qui se met en place pour cela? Est-ce qu'il y a les moyens de se battre par rapport à ça? La grande question, c'est toujours quand même celle, non pas du ruissellement, mais de la redistribution. Alors le débat sur l'argent ne ruisselle pas de Bordeaux à Sainte-Foy-la-Grande a été intitulé de la sorte parce que c'est un terme qui est aussi utilisé par notre président actuel et qui finalement sous-entendrait une certaine forme de redistribution naturelle de l'argent et que nous avons l'impression, nous, habitants de ce territoire, que cela ne fonctionne absolument pas. Donc c'était très ironique. Sainte-Foy n'est pas une métropole industrielle d'un territoire, mais la présence de logiques d'action qui sont celles du ghetto. Et qu'on s'aperçoit parfois empiriquement qu'il y a des grandes villes qui, en grossissant, n'ont pas forcément des performances économiques fantastiques. Les métropoles se rendent compte aujourd'hui que si elles ne comptent que sur leur territoire métropolitain, elles ne représenteront rien dans les dynamiques globales dans lesquelles elles seront prises. C'était assez dense, très dense ce débat, avec à la fois des préoccupations locales, d'habitants qui cherchent à comprendre ce qui se passe sur leur territoire, tout en le raccordant à des problématiques qu'on a essayé d'amener, qui étaient celles de l'aménagement du territoire, du rapport à la métropole. Ça fait un débat assez riche, dense, qui parfois est allé un peu assez lisière même. Si je m'attends au fond à des débats nourris à Sainte-Foy, c'est par expérience. J'ai parfois vu des échanges assez virulents
entre la salle et entre les invités. C'est-à-dire que nous marchons tous dans un système où seul le développement économique est la norme. Tout ce secteur productif, est-ce qu'on l'abandonne à je ne sais pas où, ou est-ce qu'il y a un rôle à jouer localement? D'autant plus qu'il y a la question écologique. Donc il y a quand même peut-être des choses à faire là-dedans. À travers les Reclusiennes, donc Élysée Reclus, c'était aussi une manière peut-être de faire revenir au XXIe siècle des idées libertaires. C'est s'exprimer et permettre à d'autres de s'exprimer aussi, même si on n'est pas d'accord. Avec la rubrique Vue, découvrez l'univers d'un photographe. Christian Bellotto le revendique haut et fort. Il n'a pas fait de la photographie son métier, mais son plaisir. Ses sujets de prédilection, les gens du monde rural et agricole, à l'instar de cette journée du cochon dans une ferme de la campagne charentaise. Ce que je recherche, c'est la singularité, l'authenticité, la simplicité, le plus loin possible de la vie moderne, explique le photographe dont la série a été récemment distinguée au Festival du photojournalisme de Barreau. Autorisé dans un cadre très strict, tuer le cochon à la ferme pour sa consommation personnelle est une tradition qui tend à se perdre, sauf chez quelques irréductibles. Ici, des amis du photographe qu'il qualifie volontiers de joyeux fêtards. En se faisant oublier, Christian a su capter les expressions et gestes d'une France profonde, bon enfant et fraternelle, pour qui les valeurs de solidarité et de convivialité ont du sens. Avec eux, j'ai remonté le temps. Je me suis retrouvée chez mon grand-père qui élevait et tuait son cochon. Il y a une forme d'anachronisme dans cette pratique, une survivance du passé qui me touche, conclut le Charentais, qui à sa manière immortalise une pratique d'aujourd'hui et pourtant d'un autre âge. Depuis Saint-Pé-sur-Nivelle, connexion immédiate avec Gatsibelsa Filmac, producteur et distributeur du Pays Basque et du monde entier. La particularité de Gatsibelsa Filmac, c'est que nous l'avons créé pour commencer à produire du cinéma basque au Pays Basque Nord. Et pour la partie distribution, nous avons l'objectif de diffuser du cinéma basque sur le territoire du Pays Basque, ici, donc côté français, et aussi de distribuer des films sur tout le territoire français. Nous avons commencé notre activité il y a peu de temps, mais nous avons déjà participé à 2 productions, dont un film qui s'appelle Gure Oroitzapenak, qu'on a traduit par le titre Exil, plus facilement prononçable par les non-bascophones, et qui est une œuvre collective de 12 réalisateurs qui présentent chacun un court-métrage dans leur propre langage cinématographique. Et ces films-là sont inspirés par Joseba Charionandia, qui est un grand auteur littéraire basque. Gure Oroitzapenak a fait sa première au Festival de Saint-Sébastien, au Pays Basque d'Espagne, sur la côte. Donc c'était la première présentation du film, a continué après son chemin vers le public dans les cinémas. Il était au festival de Trieste en Italie et il a été présenté aussi au festival de La Havane à Cuba. Centre d'art contemporain dans une abbaye du XIe siècle en pleine campagne, c'est le pari relevé brillamment depuis 30 ans à Meymac. Et pendant que la petite ville devenait l'épicentre de la création, la population locale découvrait les esthétiques les plus avant-gardistes. Quand on s'est installé à Meymac, on s'est demandé comment justement toucher le public de la région à dominante paysanne. Et on s'est dit, il y a une chose qu'ils connaissent, c'est le mouton. Parce qu'ici, on est un pays d'élevage de moutons. Donc, on a fait une exposition sur le mouton.
Et donc on avait réuni des œuvres extraordinaires de Queco, du Riburu, de Henry Moore, de Lalanne, etc. Donc on avait commandé des petits moutons en pâte d'amande, image de mouton 2, le dimanche 10 août 1980 à l'abbaye de Meymac, sous la présidence de M. Jacques Chirac, conseiller général de Meymac. Si le Centre d'art propose des expositions thématiques, il présente aussi des monographies d'artistes, comme ici avec les peintures de l'Iranienne Nazarine Pouyandé, en résidence d'artiste à Chamallow l'été dernier. C'est un travail, alors presque, j'allais dire, de métissage, ou on pourrait même dire de créolisation. Ce sont des travaux assez crus, presque même parfois violents, presque de scènes orgiaques. On pourrait penser, je sais pas, à la Reine de Saba ou des choses comme ça. Et donc évidemment, c'est assez déstabilisant. Ce sont des œuvres qui sont là pour percuter un petit peu le public. C'est-à-dire, je pense que si les gens viennent, si la population nous a véritablement acceptés, avant d'accepter les créations mêmes, ils nous ont acceptés nous-mêmes. Et quand je dis nous-mêmes, c'est nous-mêmes, notre équipe. Nous ne sommes pas des météorites. Nous sommes là depuis près de 40 ans. Notre objectif n'est pas de faire aimer. Nous n'aurons jamais 100% de la population qui va adhérer. Mais est-ce que 100% de la population adhère au foot ? Que l'on comprenne ou qu'on ne comprenne pas, ça n'a aucune importance. En revanche, ce qui est important toujours, c'est de faire. Et il y a une chose qui est importante pour moi, c'est qu'à chaque fois que je suis rentrée à n'importe quelle exposition, que je suis rentrée dans ce centre d'art contemporain, eh bien j'en suis sortie différente. Chaque année, la façade de l'abbaye est confiée à un artiste international pour un calendrier de l'Avent géant, de quoi illuminer les longues nuits d'hiver des Corésiens. Par expérience, je sais combien il est difficile de faire passer la porte d'un lieu d'art contemporain. Donc l'idée était de comment toucher la population sans la contraindre, quelque part, à passer la porte, donc à être sur l'extérieur. Cette année, c'est l'artiste Patrick Rimou, corésien d'origine et travaillant entre Paris et San Francisco, qui a imaginé le calendrier de l'Avent en lien direct avec l'histoire du lieu. Cette abbaye, elle a été construite en 1085. Je suis parti de cet élément-là et donc de travailler autour d'un ciel étoilé parce que c'est une des parties de mon médium. Je suis sculpteur lumière. Je travaille très souvent la lumière sur les bâtiments. Pour moi, il n'y a pas de petits projets, il n'y a que des personnes. Et parfois, quand je fais la Grande Place de Bruxelles, il y a 1,5 million de personnes. Mais là, si j'ai 2000 Meymacois qui voient et que ça leur plaît, ça me fait autant plaisir. Il faut bien que les choses se soient passées d'une certaine façon. Longtemps, je ne me préoccupais pas de la scène blanche. Elle me hantait en sourdine et je faisais taire ses murmures, ou les laissais cogner, légers, aux parois d'une minuscule boîte, enfouie au plus profond de moi. Les bourdonnements de l'extérieur remplissaient leur office de fossoyeur efficace, diligent. Je ne savais pas qu'alors les cadavres refusaient de se décomposer. J'ai choisi le livre de Séverine Chevalier, Clouer l'Ouest, aux éditions de la Manufacture des Livres, dans la collection Territory. Car Séverine a une écriture singulière. Ça raconte l'histoire de Karl, qui a rendu son logement à Limoges, qui a quitté son ex-femme ainsi que sa fille, avant de repartir dans son village natal. Un village sur le plateau de Millevaches, qu'il a quitté 20 ans auparavant. Ce sont des chapitres courts, où chaque phrase, où chaque mot ont leur importance. Des phrases finement ciselées, avec peu de mots, mais des mots justes. Alors Séverine Chevalier écrit de la prose, mais elle s'évade aussi vers la poésie. Un véritable roman noir.
Rare scène nationale en milieu rural, le théâtre Jean Lurçat d'Aubusson ouvre grand ses portes aux nouvelles générations d'artistes. Ils ont 20, 30 ou 40 ans, mélangent les genres et les esthétiques pour tenter d'inventer un théâtre qui leur ressemble. Cela s'appelle les premières pousses et cette année, la récolte est stimulante. Aujourd'hui, c'est les premières tentatives. Nous, on appelle ça les premières pousses. Avant de devenir un artiste, eh bien, il faut apprendre, il faut aller dans des écoles, mais ensuite, il faut montrer des choses. Et il faut bien trouver les premiers partenaires. Quand on sort d'une école de théâtre, où est-ce qu'on va jouer? Alors, on va jouer peut-être dans des petits lieux, mais c'est bien que des scènes comme la nôtre, comme la scène nationale d'Aubusson, s'intéressent à ces jeunes. Où le trou de la cessette des filles? Oui. Est-ce que le zizi des garçons, ça pique? Est-ce que si on tire trop sur son zizi, il peut tomber? Est-ce que je vais devenir un garçon? Est-ce que ma maman, ça a toujours été une fille? Est-ce que moi, avant, j'étais une fille? Mais non. J'étais qui comme bébé? Je me souviens plus. Moi, j'avais envie de parler d'un sujet dont on ne parle pas beaucoup, c'est la sexualité des enfants et la naissance du désir. Est-ce que tous les amoureux s'embrassent sur la bouche? On a travaillé sur ce que j'appelle la créature, ça se rapproche du masque ou du clown. Et donc on a cherché l'enfant de chacun des acteurs. Et après, voilà, c'est en fait, on a fait beaucoup d'improvisation autour de thèmes précis sur la naissance du désir. Quand je serai grande, je vais me marier avec papa. Mais c'est pas possible, ça. On montre des choses en construction. Et il y a une relation, après avoir vu une partie du futur spectacle, avec les spectateurs, pour discuter de ce qui a été montré. Quelles sont les intentions des artistes, quelle est la forme qu'ils ont choisie pour montrer. Je ne sais pas si vous avez envie de partager des choses, des retours. Est-ce qu'il y a des scènes qui peuvent être dérangeantes? En fait, le passage le plus gênant, c'est quand même celui en ombre chinoise, mais vu que comment il est traité, il y a quand même une distance. Donc du coup, je trouve pas ça spécialement dérangeant. Et donc tout le spectacle, c'est un peu des pastilles, comme vous venez de voir là. Vous en avez vu 7, je crois. Et bon, en tout, là, nous, on a 19 pastilles. On teste des agencements pour voir les réceptions différentes. Ça fait pas du tout la même chose selon l'ordre dans lequel on a une pastille. Le sperme, autrement appelé semence, c'est quand le papa il fait pipi tout blanc, mais un peu moins. Comme du lait. Oui, je sais ça, les bébés sont faits avec du lait. Et il faut qu'on soit grand comment pour faire un enfant? Grand, vraiment grand. Comme ça, Les enjeux pour les compagnies, on essaie de les atténuer un maximum parce qu'il ne faut pas être tétanisé. On n'est pas là pour juger, on est là pour voir, pour faire des retours. Quelle est la nécessité de monter ce spectacle-là, ce projet-là? En gros, un spectacle, on met 2 ans et demi, 3 ans à l'écrire. Ce qui est super pour nous, c'est justement de faire des étapes dans l'écriture. Et on a besoin, sur ce long processus, d'avoir un contact avec le public, avec des professionnels, pour échanger, pour qu'on puisse affiner le tir, pour qu'on puisse comprendre ce qui marche pas, ce que les gens comprennent ou pas. Parce qu'au bout d'un moment, on a la tête dans le guidon. Cette bande-son, je l'ai créée et je l'ai écoutée plusieurs dizaines de fois en entier, donc j'ai plus beaucoup de surprises. J'ai vu, sur le macadam de la piste d'atterrissage, l'embouteillage monstre d'humanitaires, de militaires, de dignitaires et de journalistes. Ce que j'attends, c'est même pas un retour du public. Ce que j'attends, c'est des réponses du public sur qu'est-ce qui se passe après
ce que vous avez vu. C'est-à-dire qu'on va les mettre en position d'être actifs. C'est pas juste, je viens voir une présentation, puis après je dis oui, non. Non, c'est que là, on va leur demander d'être metteur en scène, d'être dramaturge, d'être scénographe, et donc de dire, eux, en tant que spectateurs, qu'est-ce qu'ils ont envie de voir après. Nous attendons trop souvent que notre entourage, notre patron, nos collègues, notre famille, le gouvernement fassent les changements nécessaires pour créer le bonheur dans notre vie. On s'est dit, on est en train de se bagarrer pour rester dans la course. C'est insupportable. On va vous montrer des individus qui essaient de rester dans la course. On va vous montrer ça. Et après, je ne sais pas ce qui va se passer. Parce qu'après, c'est un moment avec vous. Et nous, on va noter toutes vos propositions. Et quand vous verrez le spectacle fini, ici, dans un an, on espère qu'on sera à la hauteur de tout ce que vous nous aurez donné. Et dès le matin, conditionne-toi à la réussite. Rappelle-toi que tu vas y arriver. Rappelle-toi que les choses vont finir par s'arranger. Rappelle-toi tous les matins que tes rêves vont devenir une réalité. Et aujourd'hui, tu as l'opportunité de te rapprocher un peu plus de ton rêve. Donc fais quelque chose tous les jours qui va te rapprocher de tes objectifs. Fais quelque chose tous les jours qui te rapproche de ton rêve. On est présent sur tous les terrains, dans les théâtres, mais aussi dans des petites salles, mais aussi en milieu rural, pour présenter le meilleur de ce que les artistes ont créé. Nous bâtissons des projets pour nous rendre au plus près des gens, avec des petites formes de spectacle, mais aussi avec des projets ambitieux, notamment un projet qu'on appelle Visage de notre jeunesse en Europe, avec une auteure roumaine et puis un metteur en scène français de la compagnie du Veilleur, Mathieu Roy. Moi, ce qui m'a frappé à la lecture de Sale gosse, c'est l'intensité dramatique qu'il y a dans la scène et les différences de point de vue entre cet enfant, les professeurs, la multiplicité des acteurs, en fait. Je trouvais ça assez remarquablement orchestré et j'ai eu envie de le faire entendre, vraiment. Aujourd'hui, on a le drapeau de l'Union européenne et le drapeau de la Roumanie. T'envoyais des textos pendant les cours? T'avais des converses? Qu'as-tu appris à l'école hier? Et aujourd'hui? Et demain? Pour moi, la lecture concrétise cette polyphonie et ce rythme dual des voix que j'ai essayé à me concentrer quand j'ai écrit le texte. C'est très important de voir comment les paroles peuvent créer ensemble une polyphonie de la violence. Que vais-je bien pouvoir faire pour que ça te serve de leçon? Comment vais-je te punir? Les mains derrière le dos? Tu veux me rendre folle? Oui, je veux. Et si on t'attachait les mains derrière le dos? Tu veux que je t'attache les mains derrière le dos? On va gentiment t'attacher les mains derrière le dos pour te calmer. Réponds. Tu veux? Allez, réponds. Tu veux? Oui, je veux. On a tendance à se dire loin de tout. Et en ça, la scène nationale, justement, nous prouve qu'on n'est pas loin de tout, qu'on a à portée de main des artistes de qualité. Je pense qu'on sème des graines qui vont un jour ou l'autre mûrir. Les artistes, la population, des gens qui montrent, des gens qui regardent. Et c'est comme ça que le spectacle vivant existe. Dans le prochain numéro de Chant Libre, au Musée Jardin Cécile Sabourdi, plongez dans l'univers des peintres bruts, naïfs et singuliers. Pour notre rubrique Vue, regard poétique sur le delta de la Leyre en compagnie de Sabine Delcourt. Rendez-vous au bout du monde avec Cartographique, des illustrateurs qui font aimer les voyages. Avec le Petit Théâtre de Pin, installé au Pays Basque, le théâtre se fait intelligent et populaire tout à la fois. Dans la rubrique Lu, Mon voisin Raymond ou la rencontre de Troups avec un vieux paysan périgourdin. Les Riches d'Heures de la Réole, écrin des musiques anciennes, un festival de toute splendeur au cœur de l'Entre-deux-Mers. Chant Libre, loin des villes, le magazine des arts et de la culture en Nouvelle-Aquitaine.